Et donc, nous rentrons maintenant dans Génération Impact. Alors cette partie, on peut mettre plein de choses. On est dans un moment de notre existence où on parle beaucoup d'impact social et environnemental, mais c'est aussi la partie de la next gen. Et si tu veux bien, j'aimerais bien qu'on commence par cette partie-là. Ouais, plaisir. La next gen, pour vous, c'est quoi? Ça représente quoi? C'est quand? Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime en ce moment Ouais. ou c'est pas le sujet? J'ai envie de dire, ça représente tout. Parce que, et pour reprendre l'enjeu tout à l'heure de dire il faut avoir le respect scrupuleux de notre ADN, de notre savoir-faire, de nos valeurs, mais cette capacité d'être constamment en mouvement, d'innover. Alors chez nous on appelle ça rethink everything. Mais ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire prendre l'environnement dans lequel on vit et de venir l'analyser, le repenser et de bâtir des convictions pour s'assurer qu'on arrive à répondre à ces enjeux-là et ces besoins-là. D'où le sujet de NextGen, et le sujet de NextGen est extrêmement large. Si je commence par la tête de la maison, il faut s'assurer, et c'est une des missions d'ailleurs du Collège des associés, d'avoir toujours, ou de tendre à avoir toujours une approche multigénérationnelle. Et on a au 1er janvier de cette année l'arrivée d'un nouvel associé qui s'appelle Xavier Bonin, qui vient de ces familles fondatrices, à la 6e génération. Et ça, pour nous, c'est éminemment important parce qu'il apporte justement La les garantie des vues de valeurs. sa génération. Ouais, et la Exactement. garantie des valeurs. Et la garantie des valeurs, absolument. Donc ça, c'est à la tête de la maison. Après... Je te coupe, mais quand tu dis, parce que je t'ai Non, coupé non. au moment, il apporte aussi la vue de sa génération. Oui. Et alors, c'est quoi la vue de sa génération Bah. qui change par rapport à celle Alors, d'avant? la vue de cette génération-là, c'est une génération aujourd'hui dont les besoins, en tout cas vis-à-vis de notre industrie, a changé. On est dans la culture de l'immédiateté, on est dans la culture de la valeur ajoutée immédiate, il y a une certaine anxiété sur certains sujets, alors on aura l'opportunité de revenir, mais sur la dimension transition environnementale, bien évidemment, mais aussi, et c'est probablement quelque chose d'un petit peu nouveau aujourd'hui, une certaine anxiété par rapport à l'état du monde. Et pour nous, c'est d'avoir au sein de ce collège d'associés quelqu'un qui puisse représenter un petit peu ces besoins-là et de s'assurer qu'on puisse y répondre. Et comment on y répond? Évidemment, c'est d'avoir à la tête de la maison quelqu'un qui continue à bâtir pour le futur. Ils le font tous, mais lui avec cette nouvelle vue justement. Mais c'est aussi dans nos équipes. Et on est un métier de relationnel, donc il faut qu'on s'assure que dans nos équipes, on puisse faire évoluer la Next Gen avec des programmes d'associates, ce genre de choses, où on fait monter des jeunes dans nos structures. En plus, on a des cultures très particulières, donc il faut que ce soit des gens qui s'y sentent à l'aise. Et puis après, c'est la Next Gen de nos clients. Et je vous parlais de l'exemple de familles qu'on suit depuis 5 générations. Chaque génération, on doit se reprouver et démontrer que la banque de la famille, ça peut être ta banque aussi. Et donc, il y a cet enjeu perpétuel de remise en question. Vous avez des clients que vous suivez depuis 5 générations. Et je connais une famille, on est sur la 5e génération. Et c'est intéressant parce que c'est un phénomène qui ne va que s'accélérer, on parle aujourd'hui, on estime alors, j'espère que je vais avoir les chiffres justes, mais on parle de 31 000 milliards de dollars qui sont la transmission de patrimoine de la génération des baby boomers vers la génération suivante. Et ça va se passer sur les 10 prochaines années. Alors, vous voyez l'enjeu en termes de transmission familiale toute la journée, et en même temps, tu te dis, c'est aussi d'un point de vue entreprise, d'un point de vue business, c'est un vrai driver dans la stratégie du groupe. Ouais. Bon, là, on a plein de chiffres là-dessus, notamment en France. Des études de la BPI ont montré que, en fait, tu as à peu près 50% des ETI qui doivent être transmises dans les 10 prochaines années, et elles sont globalement pas du tout organisées pour le faire et réussir, parce que justement, elles manquent de professionnalisation de la famille. Et dans l'industrie du family office, par exemple, historiquement, les family office venaient aider ces familles à gérer leur cash d'une certaine manière.
Or, les familles entrepreneuriales, souvent, le cash est dans l'entreprise. Oui. Et donc, instinctivement, elles ne vont pas aller structurer une démarche de family office pour professionnaliser la famille, et qui ne fait pas que gérer du cash, en fait, elle vient aussi travailler les enjeux civils, fiscaux, patrimoniaux, mais également aujourd'hui d'orientation entrepreneuriale, d'innovation pour adresser ces enjeux, et puis d'intégration de la nouvelle génération. Ouais. Et donc ça amène des compétences supplémentaires à celles qui existaient avant, parce que tu as raison, le monde change, mais la finance change aussi. Bien sûr. Et donc c'est ça qu'il faut adresser. Moi, je me rappelle d'un truc, je te redonne la main. Vous aviez fait quelques campagnes publicitaires sur les Next Gen. Alors je me rappelle les quelques photos qu'il y avait et qui étaient assez intéressantes. Et en gros, la photo montrait la Next Gen, mais c'était des enfants, je crois, c'est ça? Oui, absolument. Et c'était cette campagne qui visait toujours à décaler un mot par rapport à une image. Et si on parle de la même, c'était celle d'enfants avec écrit CEO dessus. C'est ça. C'était de démontrer que forcément, on élève les prochains CEO de ces maisons. Exactement. Quels sont les enjeux? Tu voulais rajouter quelque chose? Un élément qui est pour moi très très important, et tu disais que le monde de la finance change, et je suis parfaitement d'accord avec toi. Je pense que c'est probablement une des industries qui a le plus gros potentiel de disruption. Et il y a un enjeu qui est très important pour notre industrie, c'est la technologie. On le voit, hein, c'est le sujet du moment, on sort de Vivatech, mais je crois que l'adoption de ces nouvelles technologies peut être extrêmement différenciante dans nos modèles d'affaires. Et donc on doit surveiller ça d'extrêmement près pour s'assurer qu'on puisse évoluer. Et c'est intéressant parce que de nouveau, si je reviens dans l'histoire, et je le mentionnais au tout début, ce qui peut paraître un peu surprenant puisque on disait qu'on faisait de la banque privée, on fait de l'asset management, mais on a aussi une activité technologique. Et ça provient simplement du fait que justement cette quête d'indépendance toujours, on s'est rendu compte il y a une vingtaine d'années qu'on n'arrivait pas à trouver d'outils qui correspondaient à la spécificité de nos maisons, à la taille de nos maisons. Et donc on s'est dit, on a des bons banquiers, on va aller chercher des développeurs et on va monter un outil. De nouveau, preuve un petit peu de cette démarche entrepreneuriale. Et on a monté notre propre plateforme bancaire qui a eu un certain succès puisqu'elle marchait bien, à tel point qu'on a décidé de la mettre à disposition de notre banque. Et aujourd'hui, vous avez 11 autres banques en Europe qui tournent sur notre infrastructure informatique. Okay. Et sur les 3000 employés dont je parlais avant, on en a 700 qui travaillent dans la technologie. Donc c'est des rapports qui sont extrêmement... Enfin, c'est des montants, c'est des chiffres qui sont extrêmement surprenants, mais qui démontrent deux choses. D'abord, le côté entrepreneurial. Deuxièmement, cette quête d'indépendance. Et sur ce point-là, on voit de nouveau que la technologie et l'informatique va être extrêmement importante pour nous. D'où l'importance de toujours rester très au fait de ce qui se fait en ce moment. C'est super intéressant parce qu'en fait, c'est l'orientation entrepreneuriale distinctive qui fait que les familles, elles passent. Et donc là, quand tu parles de finalement de ces investissements dans la tech, vous avez investi dans la tech, qui est le mot du moment, vous ne l'appelez peut-être pas comme ça, mais finalement, quand tu vois qu'il y a un quart, un tiers de tes... Non, un quart, un cinquième de vos équipes qui sont dédiées à cette activité-là, on voit bien que l'orientation entrepreneuriale distinctive, chaque génération, elle prend tout son sens là, en ce moment, dans le 21e siècle. C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un mindset qui doit se perpétuer, d'autant plus qu'on peut arguer que ce qui arrive maintenant en termes d'intelligence artificielle, etc., va de nouveau être une révolution et il va y avoir une accélération extrêmement importante sur ces technologies-là. Et c'est intéressant parce que ce sujet-là permet d'illustrer aussi un petit peu le côté décision à long terme. Et il y a 4 ans, avec un associé de la maison, s'est posé la question de savoir est-ce qu'on a vocation à continuer à faire ça en sachant que tout s'accélère autour de nous, qu'on est une entreprise technologique certes, mais que le cœur de notre métier reste l'investissement. Et en fait, dans le calcul coût-opportunité, on s'est rendu compte que la plus-value que nous donnait d'être patron chez nous, et on sortait du Covid notamment, donc ça nous a été encore plus prouvé à ce moment-là, nous a démontré qu'en fait, il fallait qu'on reste maître de notre destin sur ce sujet-là. D'où décision d'un investissement il y a 5 ans assez massif
pour venir réinvestir dans la plateforme, parce que forcément, les plateformes, il y a une dette technologique, il faut continuer à travailler, etc. Donc il y a eu une décision consciente de se dire, bon, bah ça, c'est un enjeu stratégique de notre business, donc il faut qu'on réinvestisse dedans. Et c'est intéressant parce que si je me projette dans un grand groupe, on aurait probablement, ça aurait été beaucoup plus difficile comme décision à prendre, parce que forcément, tu fais pas l'investissement. Bah, on est top exec, on a un mandat de 5 ans. Est-ce que vous allez vraiment prendre une décision qui va vous coûter beaucoup d'argent, disrupter votre business pendant longtemps, parce qu'on ne réingénierie pas une plateforme technologique sans disrupter un petit peu le business, pour que finalement ça profite 5, 10 ans plus tard à ceux qui viennent après. Est-ce qu'on prend cette décision? Probablement, parce qu'on est un bon exec, mais ça démontre le côté difficile. Quand vous portez une maison et votre objectif c'est de la transmettre à la génération suivante, la décision elle se prend très rapidement. Non, je pense que alors, bien sûr, ça dépend des organisations, mais c'est pour ça qu'ensuite il y a du build-up. C'est pour ça que ces entreprises, elles fusionnent, elles ont besoin d'être plus grosses et justement, elles trouvent aussi des archétypes ou des artefacts pour répondre à l'urgence de leur besoin de résultats qui est demandé par les marchés et leur fonction de manager dirigeant. C'est vrai d'ailleurs qu'en termes de gouvernance, il y a pas mal de bouquins qui sortent là-dessus aujourd'hui sur où sont les pouvoirs. Et dans les grands corpos, les pouvoirs sont à la main des dirigeants, très fortement, en tout cas ceux qui sont tout en haut de la pyramide, qui à un moment ont une influence sur le destin de l'entreprise telle qu'ils ont un poids sur cette actionnariat qui est souvent très diversifié, même s'il y a toujours quelques gros à la table de capitalisation, mais ils n'ont pas 50% du capital. Là où dans les entreprises familiales, même lorsqu'elles sont cotées, on travaille sur 4 capitaux. Tu as bien sûr le capital financier, mais tu as aussi le capital réputationnel, tu as le capital humain de la famille, et tu as le capital sociétal, dans lequel tu as le social et l'environnemental. Et donc, c'est des familles qui voient l'investissement différemment, parce que, en fonction de ce que ça va avoir comme impact sur le capital réputationnel, elles vont peut-être le faire différemment, ou elles vont le faire très fort, en se disant c'est important qu'on y soit. Ouais, très intéressant. Ouais. Justement, ces enjeux sociétaux, aujourd'hui, est-ce que ce sont des enjeux pour vous? Est-ce que vos clients sont demandeurs? Comment vous abordez ça? Est-ce que vous êtes plutôt suiveur, plutôt précurseur? Comment ça se passe chez vous? Merci de la question, parce que c'est évidemment un enjeu très important et qui d'ailleurs justifie un positionnement assez fort de la maison sur ces enjeux-là, notamment environnementaux. Et si vous voulez, quelque chose qui vient de notre histoire aussi, avec beaucoup de décisions qui ont été prises avec cette conscience de ces 4 catégories dont tu parlais avant, et notamment l'impact qu'on a sur la société autour de nous. Le positionnement qu'on a sur les sujets environnementaux, RSE, est très important. L'était au moment où tout le monde en parlait. Et reste aujourd'hui très important, où tout le monde en parle beaucoup moins. Évidemment pour des raisons qu'on comprend et qu'on connaît, qui sont l'état du monde qui devient complexe, de plus en plus fragmenté. Donc forcément, ça enlève l'attention de nos sujets de transition écologique notamment. Et j'écoutais ce matin à la radio qu'il y a une étude qui vient de sortir, ou qui est en train de sortir, et qui aurait tendance à démontrer que l'enjeu des accords de Paris de 1,5 degré maximum, en fait, il est devenu inatteignable. Donc, ce qui démontre que malgré toutes les agitations du monde en ce moment, la réalité c'est que ces enjeux-là restent extrêmement importants, et il faut qu'on reste un maximum focusé là-dessus. Comment on évite de tomber dans le greenwashing, puisque moi je suis d'accord avec toi, avant Covid, on n'en parlait pas tant que ça. Et puis d'un coup, il y a certaines banques retail, notamment, quand tu vois leur publicité à la télé, tu as l'impression qu'en poussant la porte, tout devient vert. Donc comment on fait pour rester authentique, sans faire de greenwashing, et en même temps, dans un marché extrêmement complexe où on doit lier tellement de sujets qui sont en conflit d'intérêts. Comment vous abordez ça chez vous? Et sans parler de ce qu'ont fait les autres, mais je crois que tu as mis le doigt sur les sujets les plus importants. Il y a une énorme complexité à cette thématique-là.
à tout point de vue, notamment régulatoire, ce qui fait que c'est un environnement très difficile à naviguer. Ça, c'est le premier point. Je pense que tout repose sur la sincérité de la démarche et sur la façon dont on va implémenter ces différentes politiques. Et les choix qu'on a fait, nous, étaient assez forts. Le premier a été de venir corroborer ce qu'on faisait par des certifications. Et on s'est dit, et c'était de nouveau une décision assez courageuse parce qu'aucune banque de notre catégorie, je dirais, n'avait jamais eu cette certification. On est allé chercher la certification B Corp. Ce qui est évidemment une certification qui est importante et très crédible, parce qu'on s'est dit, écoutez, il y a ce qu'on dit, mais après, il y a ce que disent une organisation qui est extrêmement crédible sur le sujet et qui vient voir non seulement votre empreinte en tant qu'entreprise, mais vient voir aussi la façon dont vous exercez votre métier. Donc forcément, c'était important. Et si vous voulez, le risque réputationnel, puisqu'on en parlait avant, de ne pas obtenir la certification était peu important, j'ai envie de dire, puisque personne ne l'avait eu avant. Le risque pour nous de le perdre une fois qu'on l'avait obtenu, là, ça devient plus compliqué. Et donc, vous voyez, on s'est dit, si on arrive à obtenir cette certification-là, derrière, ça nous force aussi à être en adéquation complète avec les enjeux de notre époque. Et il y a 2 ans, on est passé à travers le processus de recertification, qui était probablement encore plus dur que le processus d'adhésion à DPA. Et on est très heureux d'avoir réussi à le passer en augmentant même notre score. Donc quelque part, c'est de créer ça. Il y a une deuxième dimension qui est pour nous très importante, c'est que dans un débat qui devient très vite moral, émotionnel, c'est de venir aux fondamentaux de ce qu'on fait. On est une maison d'investissement, donc on gère des capitaux. Et donc, il y a 2 aspects. Il y a la gestion des risques, et de s'assurer que dans une transition où il va y avoir des perdants, on veut s'assurer que des entreprises qui n'ont pas compris, qui n'ont pas su évoluer, qui n'ont pas su faire évoluer leur business model à temps, on veut s'assurer qu'on ne soit pas investi dedans. À l'inverse, une révolution veut dire des J-curves, des courbes en J. Et forcément, vous voulez vous assurer que sur ces entreprises qui auront compris, trouver un modèle d'affaires qui vient renforcer cette transition et qui va en bénéficier, on veut s'assurer d'être investi dedans. Donc c'est revenir à ces fondamentaux-là. Et ça veut dire aussi, et on peut revenir sur le sujet de la complexité, il y a une complexité, parmi toutes ces complexités-là, c'est la complexité de la donnée. Et finalement, quand on ne sait pas faire, il faut aller chercher des partenariats. Et c'est un partenariat qu'on a noué avec l'Université d'Oxford pour justement s'assurer qu'on puisse réancrer avec ces chercheurs-là. Et on a même internalisé plusieurs dizaines de chercheurs dans nos effectifs pour qu'on ait une lecture d'analyse financière, mais qu'on ait aussi cette double lecture aussi du côté. Génial. On arrive à la fin de l'émission, Edouard, je pense qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. Est-ce que tu peux me dire assez rapidement comment vous abordez les sujets de philanthropie? Oui. Il nous reste vraiment quelques minutes, et puis ensuite on clôturera cette émission. C'est un sujet qui est très important parce que, de nouveau, très important pour nos clients d'aussi avoir un impact en dehors de leurs entreprises, en dehors de leur famille, d'avoir un impact sur la société qui les entoure. Et la philanthropie reste un levier qui est éminemment important. Mais c'est aussi assez complexe parce que forcément, de nouveau, vous êtes dans l'émotion du sujet, mais vous êtes aussi dans la structuration, dans la façon dont vous voulez le faire. Et donc, il y a un vrai accompagnement à pouvoir proposer sur ces sujets-là. Et j'ai un exemple que j'aime énormément parce que c'est la fondation abritante pour les clients de Lombardier qui s'appelle Philanthropia. Et il y a une histoire qui est particulièrement jolie puisqu'il y a un couple de clients de la fondation, je ne sais pas qui c'est du côté de la fondation, qui n'avait pas d'enfant et qui a décidé de léguer sa fortune pour le patrimoine français. Et du coup, on s'est rapproché de Versailles parce qu'on s'est dit quel monument plus représentatif. Et d'ailleurs, il y a un vrai attachement des Français pour Versailles, mais aussi des étrangers pour la visibilité et le rayonnement de la France dans le monde.
Et on s'est rapproché de Versailles, et donc du coup, ça nous a permis de développer une relation de mécénat avec eux. Et grâce à ça, on a eu la chance d'être récompensé par le titre de grand mécène de la culture française pour la Fondation. Donc on est très heureux de ça. Bravo. Ah, j'ai une dernière question très rapide, c'est la coutume dans cette émission. Si cette maison familiale, Lombardier, était un membre de ta famille, qui serait-il ou qui serait-elle et de quelle génération? Oui, c'est une bonne question. Et pour ne pas te trahir de secret, je savais que cette question venait, donc j'y ai beaucoup réfléchi, mais ça ne m'aide pas forcément dans la réponse. Pourquoi? Parce que la maison Lombardier, comme je le disais, c'est plusieurs familles, c'est beaucoup d'individus et c'est beaucoup de générations. Et en fait, c'est ce collectif-là qui permet que cette maison a perduré. Okay. Donc c'est très difficile. Alors je vais parler d'un point de vue purement personnel. Et pour moi, j'ai presque envie de dire un grand frère. Et pourquoi le grand frère? Parce que, d'ailleurs ça pourrait être grand frère ou ça pourrait être grande sœur. Mais pourquoi? Parce que le grand frère, c'est celui, quand on grandit dans une fratrie, qui nous inspire, à qui on veut ressembler, on veut réussir on veut appartenir à son cercle, on veut se prouver à lui. Et en fait, petit à petit, en grandissant, on se rend compte que dans la fratrie, on développe une personnalité, une valeur ajoutée, et puis finalement, on se rend compte qu'en étant nous-mêmes, on arrive à contribuer et à apporter une pierre à l'édifice. Génial. Et donc, je trouvais que cette démarche-là, cette représentation-là, elle était intéressante. Eh bien, merci, ça sera le mot de la fin. Je voudrais vous remercier d'avoir suivi cette émission. Bravo à toutes les équipes techniques pour l'organisation et le montage de l'émission. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Génération Impact.